Really excited to do this. Oh, let's get it done, man. Amin Bantar, long time no see. I know. Je dois préciser le contexte de notre dernière rencontre. C'était lors d'un événement à Casablanca il y a 3 ans, en 2018. Et mon rédac chef à l'époque, Reda Dalil, et moi t'avons interviewé pour l'entretien du mois, pour le support pour lequel je travaillais il y a à peu près 2 ans. Et donc, tu te souviens du titre de l'interview? Je crois que c'était de l'école publique à la Silicon Valley ou quelque chose comme ça, non? Alors, c'était qui nous empêche de faire du pays un Amazon? D'accord, Bon. d'accord. Est-ce que tu peux relater un peu ton expérience et nous dire à ceux qui nous suivent qui tu es? Voilà, Amin Bentar, je suis né à Rabat en 1986. J'ai fait mes études donc, dans le système marocain jusqu'au bac. Et après, j'ai fait 2 ans dans un institut qui suit un programme américain à Rabat. Après, donc j'ai transféré dans un autre institut. Après, j'ai terminé aux États-Unis où j'ai fait ma thèse et un semestre d'échange d'abord. Et donc, c'était vraiment ma première introduction à l'Amérique et au système américain. J'avais beaucoup aimé, mais j'avais décidé de voir autre chose. Donc, je suis parti au Qatar, juste après avoir décroché mon diplôme. De là-bas, je suis parti en Turquie, où j'ai passé 2 ans avec Microsoft. Et toujours avec Microsoft, j'ai eu l'opportunité de vraiment bouger un petit peu partout en Europe et dans le monde. Et après quelques années chez Microsoft, ma boss m'avait approché, m'avait dit pourquoi ne pas faire un master en marketing et se spécialiser dans le digital, parce que ça sera le futur du marketing. Et donc j'ai atterri au Texas, à Dallas, où j'ai fait mon master à l'université prestigieuse de Texas A&M, qui est classée, je crois, parmi les 50 meilleurs aux États-Unis et 100 meilleurs au monde. Et donc de là-bas, j'ai bossé un petit peu chez les grands groupes comme Hilton et d'autres, et Microsoft. Et aussi, j'ai bossé pour des startups, pour des moyennes entreprises. Et enfin, j'ai atterri en étant entrepreneur, où là, je bosse pour moi-même. J'ai une agence qui est classée parmi les top 0,5% chez Google. Donc, je travaille beaucoup avec Google, Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram. Et voilà, donc voilà mon parcours de plus de 12 ans, donc à la base, moins d'1 minute. Tu es un pur produit de l'école publique à la base. C'est la première fois qu'on reçoit un... Privé au début, après public. Donc Bon, j'ai fait du privé au début, et après, je crois, c'était au collège et au lycée, j'ai fait l'école publique marocaine. Alors, très bien. La dernière fois, quand on s'est vu, tu étais CDO, Chief Digital Officer. Ouais. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas. CDO, c'est en fait le gars, on va dire, qui accompagne une entreprise, une organisation dans sa transformation digitale. Exactement. Ça. Parle-nous un peu de ton métier, en quoi ça consiste et... Oui, brièvement. Bien sûr. Aujourd'hui, au fait, je fais de l'accompagnement, donc de la transformation digitale de plusieurs marques, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et même, j'ai un client en Jordanie, donc on a des clients d'un petit peu partout. Donc, on bosse avec des groupes qui sont déjà, on va dire, très avancés dans la transformation digitale et qui cherchent donc the next big thing. Donc, ils viennent vers nous pour leur conseiller, pour leur dire voilà, par exemple, je me rappelle, je crois, 2 ans, on a énormément parlé de la recherche vocale, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Donc, j'en étais parmi les premiers à vraiment consulter des sociétés, à les conseiller, mais aussi les accompagner dans leur transformation digitale au niveau de la voix vocale. Donc, j'aide aussi dans l'exécution de campagnes publicitaires, que ce soit chez Google, Facebook, TikTok. D'ailleurs, on était parmi les premiers à faire une publicité sur TikTok, notre agence. Donc, on est très, on va dire, plus ou moins avancé dans tout ce qui est technologie, intelligence artificielle, mais aussi de tout ce qui est trends, quoi. Donc, on essaie toujours d'être au top et d'accompagner plusieurs entreprises dans cette transformation-là. Parce que dans le digital, c'est très difficile de dire qu'on est expert parce que ça change tellement rapidement que, genre, moi, ça fait 1 mois que je suis au Maroc et je crois que ça fait 1 mois que je n'ai pas vraiment lu ce qui se passe dans le digital. Donc, je suis sûr que quand je vais rentrer aux États-Unis, je dois faire énormément de lectures pour voir ce qui se passe et tous les changements qu'il y a eu ce mois-ci. Que pense le Chief Digital Officer que tu es de la tournure qu'ont pris les réseaux sociaux ces dernières années? Twitter qui a quand même banni le président de la première puissance mondiale, pas mal de plateformes, je veux dire YouTube par exemple avec les censures sur toutes les émissions qui sont par exemple anti-vax, les censures.
Voilà. Quel est ton point de vue là-dessus? En fait, moi, je trouve que les réseaux sociaux peuvent, comment dirais-je, donc je trouve que ils peuvent vraiment éduquer tout un peuple ou vraiment influencer tout un peuple de la mauvaise manière, quoi. Donc, je trouve qu'il faut une régulation. Je l'ai toujours dit. Je suis un des advocates of ce qu'on appelle regulations, parce que c'est malheureusement, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les consommateurs qui sont vraiment intelligents, qui vont comprendre que certaines informations ne sont pas vraies. Par exemple, comme tu as dit, un réseau social peut te faire gagner une élection aujourd'hui. Et je trouve ça très très grave. Les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour ça. Ils ont vraiment été créés pour connecter les gens, pour partager de l'information, mais de l'information réelle. Donc je trouve que les dernières années, le fait qu'il n'y a pas eu de régulation, que les gens ils ont vraiment profité de ça de la mauvaise manière. Et Facebook, par exemple, qui devient un réseau ubiquitaire, qu'est-ce que je veux dire, et qui va bientôt se doter de sa propre crypto-monnaie, enfin plutôt crypto-monnaie, utility coin. Je veux dire, tu en penses quoi? Écoute, déjà Facebook, c'est l'évolution normale des choses ou c'est... Écoutez, déjà aujourd'hui, quand tu vois Facebook, ils ont acheté Instagram. À l'époque, je crois qu'ils les avaient achetés à 2 milliards de dollars et les gens ils ont cru qu'ils avaient overpaid, qu'ils ont payé beaucoup plus sur la valeur d'Instagram. Aujourd'hui, c'est quoi la valeur d'Instagram? Peut-être même plus que celle de Facebook. Hein. Il y a plus, je crois, quand on voit la croissance des utilisateurs Instagram par rapport à celle de Facebook, elle est en descente, l'autre, elle est en descente. Donc, ils ont acheté WhatsApp. Pareil, les gens, ils ont cru qu'ils avaient vraiment overpaid pour WhatsApp aussi. Donc, moi, je trouve que déjà, ils ont une mentalité de monopoly. Donc, c'est soit ils vont t'acheter, soit ils vont te copier. Ils ont les ressources pour faire ça. Écoutez, moi, aujourd'hui, je suis un partenaire de Facebook et je gagne aussi ma vie un petit peu grâce à eux. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de choses que Facebook font aujourd'hui, donc peut-être au niveau moral, c'est des choses dont je suis pas, on va dire, on voit pas les choses de la même manière, quoi. Bien sûr. Pourquoi tous ces géants du net, tous les GAFAM, pourquoi ils ne donnent pas accès, c'est une question de béotien, pourquoi ils ne donnent pas accès à leur code source? Pourquoi Coca-Cola ne donne pas oui, mais quand tu commandes une pizza, tu as envie quand même de savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Exactement, mais je trouve que Wikipédia, c'est un modèle complètement différent, parce que Wikipédia aujourd'hui ne gagne pas d'argent. Pareil, tout ça, c'est au fait, au début, toutes ces plateformes-là ont été créées dans le but de vraiment partager, dans le but que même aujourd'hui... Le Bitcoin, c'est open source aussi. Il y a plusieurs plateformes qui ont été créées, on va dire, avec la mission d'être là pour tout le monde, quoi. Facebook n'a jamais été créé pour ça. Instagram n'a jamais été créé pour ça. Ils ont toujours essayé de trouver des manières pour monétiser leur plateforme. Aujourd'hui, quand tu vois toutes ces plateformes-là, tu as l'impression que tu as accès gratuitement, mais à quel prix? On leur donne toutes nos informations, donc rien n'est gratuit. Est-ce que tu as vu la série Silicon Valley? Oui. Tu as apprécié ou pas? J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup aussi. Et l'idée vers la fin, quand il parle de New Internet, je sais que bon, on va pas prendre une série quand même pour référence, mais je veux dire, est-ce que le marché, on va dire, est en train d'évoluer vers une Internet plus décentralisée? Par exemple, je ne sais pas si tu connais je pense que tu connais le réseau social Minds, oui, de Bill Ottman. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu penses, par exemple, d'un réseau social comme Minds? Écoute, moi je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde de l'Internet, c'est qu'il y a deux types de users. Il y a ceux qui sont très conscients, on va dire qui sont vraiment éduqués, très conscients du danger de l'Internet. Donc c'est les gens qui poussent énormément vers la décentralisation, c'est les gens qui sont derrière Bitcoin, c'est les gens qui sont derrière... Et pas que sur Internet, mais sur le monde de la finance, sur le monde de la data, sur plusieurs domaines. Et il y a ceux qui sont vraiment inconscients, ils n'en ont rien à foutre, c'est la réalité, c'est que tant que j'ai accès à mon Facebook, tant que j'ai accès à mon Instagram et je peux voir ce que cette influenceuse ou cet influenceur est en train de faire, j'en ai rien à foutre de ce que tu es en train de faire de ma data. Donc, est-ce qu'il y aura un changement ou un mouvement vers la décentralisation? Oui, ça existe depuis des années. Est-ce que ça te parle, toi, la décentralisation? Oui, je trouve que c'est quelque chose, moi personnellement, écoutez, moi... Personnellement, mais pas personnellement, bah oui, parce que moi, écoute, moi personnellement... Moi, quand je sais ce qu'on peut faire avec nos informations sur Internet,
Moi, aujourd'hui, quand j'ai l'opportunité par exemple, montrer une ad, donc une pub, à la Maison Blanche, parce que j'ai accès à leur IP address, c'est incroyable et c'est légal. Donc, je trouve ça, d'un côté, c'est incroyable. Ouais. Donc, C'est juste hallucinant. une fois qu'on est sur Internet, on n'a plus de vie privée, quoi. Et donc, oui, il est vrai qu'il y a un côté de moi qui est pour la décentralisation, mais un autre qui gagne sa vie, Ouais, c'est clair. tu vois, en laissant Internet de la manière dont elle est, et donc voilà, quoi. D'ailleurs, bon, ça c'est entre parenthèses, l'angle, c'est un média orienté économie. Mais le but, après, Inch'Allah, so help me God, j'aimerais bien qu'on migre vers une sorte de plateforme décentralisée. Je pense qu'en créant un ancrage local pour chaque information, on peut réellement apporter de la valeur ajoutée. Exactement. Bah écoute, aujourd'hui, quand tu vois Wikipédia, qui est, je crois, le plus grand centre de knowledge dans le monde, c'est créé par le peuple pour le peuple. Et je trouve ça magnifique. Il faut juste se décider sur le modèle qu'on veut. Parce que le propriétaire de Wikipédia, je crois qu'il est le quatrième ou le troisième le site le plus... Jimmy Wales, ouais, c'est ça? je crois, ouais, c'est lui. Je crois que c'est le troisième ou le quatrième site le plus visité au monde. Ouais. Il a fait le choix de ne pas monétiser ça. Bah, je trouve ça magnifique. En même temps, c'est un ancien trader. Donc exactement. Donc, il a très bien gagné sa vie. Mais même, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup gagné dans leur vie, mais ils ont toujours choisi la voie de monétiser tout ce qu'ils font. Ils font du bénévolat à côté, mais eux, voilà, je trouve qu'il a fait une belle chose. Qu'est-ce que tu penses de la révolution Bitcoin? Écoute, moi je trouve que moi personnellement, j'avais eu l'opportunité d'investir dans Bitcoin early on. Je ne l'ai pas fait. J'ai investi dans autre chose. Est-ce que tu détiens du Bitcoin? Aujourd'hui, non. J'ai du Ethereum, du Dogecoin, qui était une blague au début, du Link, Chainlink, que je crois va révolutionner le système bancaire d'ailleurs. J'ai fait énormément d'études sur ça. Je trouve que, en fait, avec tout ce qui se passe au niveau mondial, non, je ne connais pas. C'est adossé à une plateforme. Ça je connais pas. Ouais. Donc moi je crois que la révolution Bitcoin a été, comme on dit, un wake-up call pour les systèmes financiers au niveau mondial, même pour la Banque mondiale. Aujourd'hui, quand tu vois des géants, vraiment des géants qui sont en train d'intégrer Bitcoin ou d'autres formes, par exemple l'équipe de basket de Dallas, les Mavericks, ils acceptent les Dogecoin pour leurs marchandises. Leur propriétaire c'est Mark Cuban de Shark Tank, qui est quelqu'un moi je respecte énormément. C'est un génie, c'est vraiment un génie. Et quand tu vois donc même des équipes de basket, de foot, qui commencent vraiment à intégrer ou à accepter donc la monnaie cryptocurrency, ça te donne une idée sur le marché qu'il y a, parce que je peux te dire aujourd'hui que je connais des gens qui n'ont jamais touché de l'argent aux États-Unis. Ils n'ont jamais touché un billet de leur vie. Ils payent avec leur Apple Care, ils payent avec leur Bitcoin, ils payent. Donc moi je suis pour, en fait, un système décentralisé au niveau financier. C'est une manière aussi de sécuriser son argent et d'être, on dit plus ou moins, in control de ton propre argent. Parce que même, tu peux déposer, je crois, déposer même $1 million dans un compte aux États-Unis, tu es protégé pour fraude et tout, jusqu'à, je crois, $250 000. Donc, avec Bitcoin, peut-être tu es un petit peu plus protégé. Et tu penses quoi de la réaction de l'État face à l'adoption de certains Marocains du Bitcoin? Écoute, il n'y a pas que l'État marocain, on parle de l'État chinois, on parle de certains pays qui ont... Même l'Amérique, jusqu'à aujourd'hui, ils ont du mal vraiment à régulariser ça. Genre, quand j'ai dû faire mes impôts l'année dernière, j'ai dû galérer pour plus ou moins trouver les formes à remplir pour parler de mes gains ou de mes pertes de la crypto. Donc c'est nouveau pour tout le monde. Et moi je dis toujours que le changement fait peur. Quand on est habitué à un certain système et du jour au lendemain on parle d'un bitcoin qui coûte, à une époque je crois il est monté à $60 000. Ouais. Et c'est rien. C'est pas comme le gold, c'est pas comme les billets, c'est pas... Donc je trouve, ça m'étonne pas qu'il y ait un petit peu on va dire de fight de la part des gouvernements.
Mais je crois que je crois que le Maroc en général, c'est un pays qui essaie de s'adapter le plus rapidement possible aux changements technologiques qui existent dans le monde. Donc, Tu es très politiquement correct. bah... Pas trop, hein. Bon, qu'est-ce que tu penses? Revenons un tout petit peu à tous ces géants du net, Ouais. Facebook, etc. Avec laquelle tous ces géants opèrent en manipulant un peu le comportement humain, en essayant d'agir Ouais. sur les... Ils sont un peu sur l'économie de l'attention, on appelle ça. Attention economy, c'est Ouais. ça? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, écoute, avant ces géants-là, c'était la télé, avant ça, c'était la radio, avant ça, c'était les newspapers, avant ça, c'est les médias. Et c'est la pub, c'est le marketing, c'est le pouvoir du marketing. Pendant très longtemps, Marlboro, c'était un sexy brand, alors que, voilà, les cigarettes tuent, en fin de compte. Et c'était un lifestyle. Quand tu regardes Mad Men, tu regardes, back in the day, comme ils disent aux États-Unis, c'était un statement que tu faisais en fumant une cigarette. Pourquoi? Parce que voilà, là, ils ont fait tellement de belles pubs que pour eux, fumer un Marlboro, c'était l'équivalent d'être, je sais pas, de faire partie d'un certain niveau social ou tout. Donc, est-ce que c'est immoral? Oui. Est-ce que c'est nouveau? Non. Ils font rien que les autres channels ou la channels n'ont pas fait avant eux. Okay. Donc, c'est my personal, comme ils disent, opinion, c'est mon point de vue personnel. Et avec tous ces... je ne sais plus où j'ai écrit la question, mais bon, je vais essayer de la reformuler. Avec tous ces espaces publicitaires qui se créent, avec les Reels, par exemple sur Instagram et les stories qui ont été copiées un peu partout, etc. Des produits qui n'ont pas de réelle valeur ajoutée pour le client qui paie pour ces... Mais au fait, il faut juste savoir qu'aujourd'hui, pour attirer l'intention d'un client, déjà, je crois qu'en moyenne, on est exposé à 5000 ads par jour. Donc 5000. On ne le sent pas, c'est notre réalité. Le moment où on est sur notre téléphone. Donc, et donc, il y a ce qu'on appelle des different touch points. Donc aujourd'hui, par exemple, nous, dans notre boîte, on a ce qu'on appelle vraiment des advanced tracking, donc du tracking très avancé. Donc aujourd'hui, quand on va chez un client pour leur montrer par exemple la performance d'une campagne, on ne leur montre pas d'où le client est venu. On leur dit pas, voilà, il a cliqué sur Google, il a acheté. Non, 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 on suit toute la journée. Et la journée commence, il a vu le Reel sur Facebook, le lendemain, il a vu un display ad sur Express, ou là sur ton site, l'angle, ou sur peu importe. Après 3 jours, il a reçu un email, le 4e jour, donc ça a pris 5 touch points avant qu'il prenne la décision d'acheter ton produit. Donc nous, on suit tout ce qu'on appelle le customer journey de A à Z. Et donc, crois-moi que même les marques que je représente aujourd'hui, ou même quand je bossais pour les plus grandes marques au monde, dont Microsoft et Hilton et d'autres, on n'a jamais dépensé de l'argent pour dépenser de l'argent. Donc, tout est étudié et il y a une raison derrière chaque pub que tu vois. Et moi, je peux te dire la raison pour laquelle Facebook, Instagram et tout, ils ont commencé à vraiment être beaucoup plus agressifs dans tout ce qui est vidéo, donc pub sur vidéo. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le consommateur préfère recevoir l'information sur vidéo que par écrit. On est tellement lazy comme consommateur qu'on n'a plus envie de lire. Tu as quelque chose à me dire, tu le fais par vidéo. Donc, statistiquement, les gens consomment mieux l'information sur vidéo que par écrit. Je voudrais parler un peu de la fuite des cerveaux et pourquoi il y a un certain nombre de Marocains qui, lorsqu'ils vont aller chercher de l'air pur sous d'autres cieux, ne rentrent pas. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre modèle de société qui fait que on n'arrive pas à garder les jeunes? Moi, je peux pas parler sur tous les domaines parce que voilà, moi je suis dans le marketing. Mais pour moi, quand on dit marketing, le pays qui a créé le marketing, c'est les États-Unis. Le pays qui innove dans le marketing, c'est les États-Unis. Même l'Europe, pour moi, c'était pas une option parce qu'il faut attendre que l'Amérique en général crée des trucs qui soient traduits dans d'autres langues pour que les gens l'apprennent. Donc moi, j'ai préféré aller à la source et apprendre de chez la source. Il est vrai que moi, personnellement, donc, vu que j'ai fait l'école marocaine, d'ailleurs, j'avais énormément galéré parce que j'avais de très très mauvaises notes. J'ai eu mon bac, je crois, avec 11 et quelques. Et quand je vais aux États-Unis, j'ai des notes, enfin, plus ou moins, j'étais dans le honor list, dans la liste d'honneur. Et c'est toujours Amine, c'est toujours la même personne. Mais il est vrai que c'est un pays qui m'a, on va dire, même au niveau universitaire, donc ils ont énormément les moyens.
D'ailleurs, aujourd'hui, tu vois des universités américaines, par exemple, là où j'ai fait mon master, rien que leur équipe de foot américain, leur équipe de foot, je crois leur budget, il est plus que celui de toutes les équipes marocaines de foot. Donc, juste pour te donner une idée, aujourd'hui, quand tu regardes les Jeux Olympiques, tu vois que l'Amérique, ils ont gagné je ne sais pas combien de médailles, les gens, ils sont surpris. Eh ben, non, il y a les moyens, il y a les salles de sport, il y a les profs, il y a un cursus, tout est étudié, au fait. Et donc, mais on ne peut pas aussi comparer la première puissance mondiale avec un pays qui est, voilà, dans le PIB. Donc, on voit des développements, quoi. C'est ça le terme, je crois. Ouais. C'est comme ça donc, c'est très difficile aussi de comparer, voilà, l'Amérique avec le Maroc. C'est des ordres de grandeur de. Mais Fou qu'on j'aimerais peut bien comparer le Maroc à peut-être même Israël ou d'autres pays qui sont petits et qui ont pu, par exemple, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, même dans ma boîte, il y a énormément de software qu'on utilise qui sont made in Israel. Ils sont leaders dans Artificial Intelligence donc, et dans plusieurs domaines. Donc, pourquoi leurs cerveaux ne sont pas allés aux États-Unis? Pourquoi ils sont restés dans leur pays? Pourquoi aujourd'hui on voit énormément de technologies qui viennent d'Inde, qui viennent de Singapour, qui viennent d'autres pays, de la Corée du Sud, que je crois dans les années 80, leur PIB il était vraiment similaire à celui du Maroc. Donc je crois qu'il faut juste investir énormément dans l'éducation. Parce qu'on a énormément de temps. Abdessamad Naimi, c'est un journaliste que j'ai reçu la dernière fois, journaliste et juriste aussi. Je lui avais posé la question et pour lui, c'est dû à l'absence d'un récit national qui est susceptible de mobiliser l'énergie calorifique des jeunes. D'où la question que... Voilà. Ouais, mais je trouve aussi que, voilà, par exemple, aux États-Unis, tu sais, ou là dans d'autres pays, que si, genre, tu te donnes à 1000%, il y aura un résultat. Donc peut-être aujourd'hui, c'est aussi, il faut faire rêver les jeunes Marocains. Mais il ne faut pas oublier que même moi ou d'autres qui sont partis partout dans le monde, on n'oublie pas d'où on vient. Et on revient, on essaie d'investir, on essaie de partager notre savoir. Donc même si on part, le cœur, il est là, quoi. Donc, Et donc, toi, tu investis dans des j'imagine, des startups? Non, en fait, j'ai investi dans une plus ou moins start-up boîte, donc une société. Qui n'est plus start-up. Plus start-up, mais donc on fait tout ce qui est développement de apps, web, même pour des clients à l'étranger. On fait du digital. Donc on a travaillé avec plusieurs grandes marques françaises ici au Maroc, avec des banques, avec. Et la boîte elle est basée à Rabat. À Rabat, ouais. D'accord, très bien. En parlant d'investissement, qu'est-ce que tu penses de l'investissement en général au Maroc, mis à part les IDE? Bah, écoute, en termes de typologie, quand par exemple tu te balades un peu partout je sais, à Casa, à Rabat, un peu partout, tu vois qu'il y a des cafés, il y a des terrasses. Je veux dire, tout le monde investit que dans des projets. Tolérance zéro pour le risque. Hein. Ouais. Mais même, je trouve que il y a de plus en plus de. Même les coffees, il y a des coffees et des coffees. Moi, j'ai trouvé qu'au Maroc, j'ai beaucoup aimé, on va dire, les nouveaux coffee shops, un petit peu à l'américaine, un petit peu à l'européenne. Je commence à voir genre des brunch places, chose qu'on n'avait pas quand moi j'habitais au Maroc. Mais niveau investissement, il est vrai que traditionnellement, les Marocains de l'étranger, quand on rentre, c'est soit on achète des biens, soit on investit dans des projets sûrs. Mais je sais aussi que quand on parle d'investissement au Maroc, aujourd'hui, quand tu vois de grands groupes comme Renault et d'autres qui viennent y investir des milliards, ça veut dire qu'il y a un retour sur investissement en fin de compte. Parce que ces groupes-là, ils ne vont pas venir et nous donner de l'argent pour nous donner de l'argent. Donc je crois que c'est un pays qui a fait énormément de travail dans tout ce qui est investissement. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup Moulay Hafid Al-Alami. Je ne le connais pas, mais je le suis. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a ouvert énormément de portes pour le Maroc. Je crois que c'était la bonne personne pour le bon poste. Quel est ton point de vue sur l'accompagnement des startups au Maroc? Donc je sais qu'il y a un mouvement. Donc j'ai rencontré Startup Factory, je crois, il y a 2 ans avec Mehdi Alaoui. C'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est quelqu'un, je trouve, qui fait beaucoup pour le pays et pour les startups marocaines. D'ailleurs, je crois j'avais vu qu'il avait lancé une émission sur 2M, genre un petit Shark Tank à la marocaine, où il donne des investissements. Donc je vois qu'il commence vraiment à encourager les jeunes et il commence à avoir des fonds. Parce qu'au fait, c'est bien de parler start-up, mais avoir une start-up où on n'a pas de fonds, ça reste une idée, c'est pas une start-up. Donc il faut vraiment fonder les bonnes start-up et pourquoi pas avoir une start-up marocaine qui atteint le niveau unicorn un jour. Oui, espérons. Mehdi Alaoui, quelques années, m'a confié que près de 2% seulement des startups arrivaient à franchir
fameuse vallée de la mort. Ouais. Mais ça, c'est pas qu'au Maroc, c'est partout dans le monde. Je crois 95% des nouvelles sociétés fail within 5 years. Donc c'est très difficile. Parce qu'au fait, voilà le problème. Moi, en parlant d'accompagnement, moi je vais te dire, parce que je suis aussi mentor d'un fonds d'investissement qui s'appelle RevTech à Dallas, où on investit dans les startups dans le domaine de la restauration, dans le fashion and hospitality. Et quand donc je coach des startups, parce que quand tu es en général entrepreneur, tu es un rêveur et tu es quelqu'un qui est visionnaire. Mais ça ne fait pas de toi un bon financier, ça ne fait pas de toi un bon marketeur. Donc je crois que pour mieux accompagner les startups, l'argent c'est important, mais aussi former des équipes autour d'eux qui pourront les conseiller et les aider à avoir des go-to plans pour les marchés, les trucs comme ça. Et ça, c'est pas qu'ici, c'est partout dans le monde. Tu as beau inventer le meilleur produit au monde, si tu n'as personne pour le vendre, ça sert à rien. Exactement. Exactement. En parlant d'accompagnement d'entreprise en démarrage, en fait, j'ai essayé d'intégrer récemment un programme d'accompagnement pilote entre je citerai pas le nom, entre la Banque mondiale et l'INDH. Et il s'avère que l'accompagnement, finalement, ça se résume à de la formation. Comment s'effectue, par exemple, l'accompagnement aux États-Unis? En fait, par exemple, moi, je vais mis à part parler... le volet financier et le volet formation, est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects qu'on est en train de louper, quoi? Ben, je trouve, déjà, il faut même apprendre aux startups à comment lever les fonds. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des gens qui ont des idées magnifiques et qui ont besoin d'arriver du point A au point B. Donc c'est de la formation, finalement. Il faut de la formation au début. Et après, il faut vraiment connecter ces startups-là avec des gens qui ont soit des angel investors, soit avec des fonds qui peuvent... Parce que moi, je vais te parler de mon expérience avec RevTech, que je trouve, j'adore leur modèle. Aujourd'hui, par exemple, on reçoit plusieurs startups qui viennent vers nous, qui nous font leur pitch. On en choisit les 5 par an. Et je crois que chacune de ces startups reçoivent un montant d'argent, de même. Et après, on leur offre un bureau dans notre espace, RevTech. Et avec ça, ils ont accès à plusieurs coachs dans tous les domaines possibles. Finance, marketing. Et il y a aussi des gens qui sont là pour les connecter avec des potential clients. Donc on est même là pour les aider dans le volet financier. Une fois qu'ils arrivent donc du site, ce qu'on appelle le site, c'est vraiment le début de la startup. C'est quand on commence vraiment l'idée, on est en train de plus ou moins turn it into a product. Tu vois, quand on passe de l'idée au projet. Et une fois qu'ils sont au produit, ils commencent à avoir des clients et ils font un deuxième levée de fonds qui est encore plus grand, en général, nous on vend nos parts. Parce que nous, on ne veut pas faire... c'est pas qui on est. Donc à ce moment-là, il y a d'autres groupes qui sont là qui peuvent genre take them de là-bas jusqu'au niveau de Uber. Scalability. Donc, et peut-être il faut suivre un petit peu ce modèle-là. Donc il faut des startups, ou des fonds, ou des organisations. Donc je ne connais pas très bien honnêtement la startup Sino Maroc. J'ai juste eu une interaction avec Mehdi. Il y avait aussi Startup Africa, je ne me rappelle pas, avec qui j'étais connecté une fois. Mais il est vrai que un petit peu suivre le modèle américain pourra faire des miracles au Maroc. Tu connais Gary Vee? Oui. Tu aimes bien Gary Vee? J'adore Gary Vee. Moi, ce que j'aime bien chez Gary Vee, c'est que malgré son succès, il est resté très humble. Ouais. Il n'a pas oublié ses débuts. J'adore qu'il utilise le mot This morning, on a nice little Sunday, show him D-Rock, it's a nice Sunday, I woke up with a chip on my shoulder to talk about this audacity that so many people have, that they think this one person of 8 billion, I'm talking to you, that your judgment if NFTs is a good idea or not, or if collecting marbles, show it, or collecting old Transformers, show it, or some cup from the 1800s, show it. I went on a rant on Twitter to talk about this ridiculousness that people think the world is either or instead of and. You're so addicted with or. No, this is good and that's not. Like, collectible watches are smart, collectible sneakers are smart, but Thundercats are not. Jackson Pollock good, sports cards bad. Sports cars good, handbags. Who the do you think you are? Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup à Thank toi you so et much. ça me fait plaisir. Merci pour ton invitation.